Bonjour, hello, hello, j'espère que vous allez bien. Je vais vous laisser le temps d'arriver pour les personnes voilà, qui voudront me rejoindre sur ce live en ce dimanche midi ensoleillé. J'espère que vous vous portez bien. Alors je suis désolée, j'ai pas pu faire le live hier, j'avais oublié que ça concordait avec le live de clôture du congrès de l'écologie relationnelle organisé par Virginie Chastel. Et voilà, donc du coup, c'était pas possible. J'en profite d'ailleurs par rapport au congrès. Voilà, ça a été une semaine très intense pour tout le monde, pour Virginie particulièrement. Elle a été juste au top en termes d'organisation. Et donc hier, c'était la soirée de clôture. Et juste pour vous donner l'info, au cas où vous n'aviez pas vu, Virginie a décidé, elle a eu pas mal de personnes qui étaient déçues, etc., de ne pas avoir pu visualiser toutes les conférences ou certaines. Alors, elle ne peut pas... coucou, bonjour maman. Alors comme je vois qu'il y a des personnes qui sont là, deux personnes, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que le son est bon ou pas? Bon, je continue, puis j'espère que ça va. Donc je disais que Virginie avait reçu des messages et avait décidé du coup de réouvrir depuis hier soir, suite à la clôture du congrès, l'accès aux conférences de manière gratuite jusqu'à ce soir 23h59. Donc profitez-en si vous n'avez pas pu voir les conférences ou s'il y a des conférences que vous avez envie de voir, que vous avez ratées, pour ceux qui n'ont pas le coffret. C'est jusqu'à ce soir 23h59 et également jusqu'à 23h59 ce soir, le coffret reste au tarif congrès. Donc avant le congrès, il était à 97 €, pendant le congrès, il était à 147. Clôture du congrès, il est à 197. Donc là, Virginie maintient le tarif de 147 jusqu'à ce soir minuit. Donc profitez-en. Alors, j'ai pas de réponse sur le son, j'espère que ça va. Est-ce que vous m'entendez bien ou pas? Coucou Andrea. Est-ce que le son est bon, les amis? Très bien, ok, super. Bon, je me rends compte d'ailleurs que j'ai pas enfermé mon petit toutou. J'espère qu'elle va pas ronfler. Alors, le live d'aujourd'hui, c'était sur les émotions des enfants. En fait, j'ai reçu, alors je suis en train de regarder parce que j'ai reçu par Messenger un message d'une personne qui suit les lives et qui me disait qu'elle aimerait que j'aborde le thème de la gestion des émotions et comment les conditionnements de l'enfance peuvent influencer nos vies d'adultes. Si par exemple nos parents ne savaient pas comment les gérer, quel mécanisme s'est mis en place pour les étouffer et à quelle blessure ça fait référence. Donc du coup, je vérifie que j'ai tout dit, mais en gros c'était la question parce que la personne m'expliquait qu'elle avait eu le sentiment quand elle était enfant de devoir étouffer ses émotions et qu'aujourd'hui elle avait du mal à les exprimer. Donc la personne qui m'a posé la question me demande bonjour Christiane, me demande à quelle blessure ça fait référence. Donc c'est difficile de répondre sur la blessure en elle-même parce que la blessure elle n'est pas forcément liée à des faits ou à des événements ou à des comportements. Une même situation va pouvoir engendrer une blessure différente selon la personne, puisque la personne, enfant, va y poser son filtre et son propre ressenti. Donc, par exemple, un enfant dont le père est parti quand il était bébé, il pourrait être dans une blessure d'abandon, mais il pourrait aussi être dans une blessure de rejet, il pourrait aussi être dans une blessure de trahison, il pourrait aussi être dans une blessure d'humiliation selon aussi ce qui s'est passé et pourquoi le papa est parti. Ça pourrait être aussi une blessure d'injustice, ça pourrait être les 5 à des degrés différents. Donc c'est difficile on ne peut pas cataloguer en fonction de situation
associer des situations et des blessures parce qu'il y a vraiment le ressenti de la personne, de l'enfant qui va jouer dans le type de blessure qu'il va intégrer et qu'il va ensuite mettre en place dans son scénario de vie. Donc l'idée dans ces lives, c'est aussi de donner des clés de compréhension qui vous permettent de vous explorer, de vous étudier, mais je ne vais pas pouvoir donner des réponses qui sont arrêtées selon les situations que vous amenez. Mais ça va vous permettre de comprendre des choses. Par rapport au sujet qui a été amené par cette personne, il y a deux cas de figure qui sont interreliés d'ailleurs. Il y a le cas des parents qui ne savent pas gérer leurs propres émotions et le cas des parents qui ne savent pas gérer les émotions de leurs enfants. Généralement, les parents qui ne savent pas gérer les émotions de leurs enfants sont des parents qui eux-mêmes ne savent pas gérer leurs propres émotions. Je vais essayer de ne pas aller trop vite pour que ce soit clair. Les parents qui ne savent pas gérer leurs propres émotions, ce qui va se passer, c'est, puisque la personne demandait quels sont les mécanismes, il va y avoir ce qu'on appelle l'introjection qui va se mettre en place. C'est-à-dire que l'enfant va intégrer que l'émotion, on ne sait pas la gérer. Donc du coup, il ne va pas non plus gérer ses émotions. Si je prends mon propre cas, et c'est pour ça aussi que souvent je dis ne soyez pas trop dur envers vous-même parce qu'on transmet des choses à nos enfants malgré nous et malgré tout l'amour qu'on a pour eux. Après, on peut voilà, travailler sur nous pour être le plus conscient possible de ce qu'on fait. Mais parfois, on ne l'est pas, parfois c'est difficile, et puis parfois on prend conscience une fois que les choses sont déjà faites. Mais moi, si je prends mon exemple en particulier, je sais que c'est quelque chose que je porte. Quand j'ai fait mon burn-out, c'était en 2014, j'ai été dans une phase de ma vie où j'étais dans une incapacité à gérer mes émotions. Donc tout me mettait en stress. La moindre petite surcharge mentale à la maison me mettait dans un état pas possible. Mes enfants, à cette époque-là, étaient plus petits que ce qu'ils sont aujourd'hui. Ils avaient quoi? C'était il y a combien de temps? En 2014, ça fait 6 ans. Non, ça fait 7 ans. Je suis nulle en maths. Ça fait 7 ans, donc mes enfants avaient 7 ans. Et coucou Amélie, ça me fait plaisir de te voir. Donc mes enfants avaient 7 ans. Et je sais que j'ai un de mes fils qui a introjecté cette façon que j'avais de gérer les situations, donc qui était le stress total, de m'énerver, de plus rien supporter. Aujourd'hui, mon fils, il est comme ça dans la gestion de ses émotions. Donc c'est quelque chose que je sais que je suis quelque part responsable de la manière dont il vit les situations de stress et de surcharge parce qu'il a été imprégné de ma façon de faire à un âge où pour lui, il était dans je prends ce que les parents font et je l'intègre en moi. Aujourd'hui, mon rôle, ça va être de l'accompagner au mieux pour qu'il puisse apprendre à gérer ses émotions parce que je sais que c'est pas comme ça qu'il va être au mieux, lui, dans sa vie voilà, de jeune ado, mais aussi d'adulte. L'autre cas de figure, c'est je ne montre pas... comment dire, l'enfant ne va plus montrer ses émotions parce qu'il ressent que c'est ce que ses parents font. Ça, c'est le cas des parents qui... C'est pas qu'ils gèrent plus leurs émotions, elles sont énormes, c'est qu'ils les gèrent plus, c'est-à-dire qu'ils les étouffent, ils les montrent plus. Il y a des parents qui vont être complètement... on a l'impression qu'ils ressentent jamais la tristesse, la joie, la peur, ils sont assez, comment dire, impassibles. Et l'enfant va se mettre, va du coup faire la même chose, c'est-à-dire que l'émotion n'a pas la place dans la famille. Pour les parents qui ne savent pas gérer les émotions de leurs enfants, je regarde mes notes pour être sûre de rien oublier. En fait, les parents, dans ces cas-là, ils vont avoir deux manières de faire. Soit ils vont faire comme s'ils ne voyaient pas ce qui se passe chez leur enfant, parce qu'ils ne savent pas comment gérer ça en fait. Donc du coup, ils voient que leur enfant n'est pas bien, ils voient que l'enfant est
en stress, que l'enfant est dans la tristesse, que l'enfant est dans la colère. Et en fait, ils vont faire comme s'ils ne voyaient pas, ils vont laisser le temps se dérouler. Et l'enfant, lui, ce qu'il va ressentir, c'est déjà, ça peut être du rejet, et ça peut être l'injonction n'existe pas. N'existe pas parce que le fait que les parents fassent comme s'il n'y avait pas d'émotion, ne pas avoir d'émotion, c'est ne pas être vivant. Donc du coup, l'enfant intègre que, en gros, on le rejette et qu'il n'a pas le droit d'exister. Il ressent que l'émotion, elle dérange, qu'elle met l'autre mal à l'aise. Il ressent que l'émotion fait peur quelque part, que c'est comme quelque chose qu'il faut à tout prix éviter et à tout prix ne pas avoir. Donc il ne sait pas comment le gérer. Et puis il y a les parents qui vont montrer qu'ils voient l'émotion, mais qui par contre vont la minimiser ou demander à l'enfant de l'étouffer. Oui, bah écoute, ça va passer, arrête de pleurer, dans 5 ans tu t'en rappelleras plus, ça n'a aucune importance, c'est parce que tu as 5 ans ou c'est parce que c'est à 7 ans que tu as l'impression que c'est énorme, et moi je te dis, à mon âge, je sais que ça n'a pas d'importance. L'enfant, en fait, c'est pareil, il est comme rejeté dans ce qu'il ressent. On lui dit qu'en gros, ce qu'il ressent n'a pas de valeur, alors que lui, il est très mal à l'intérieur. L'injonction, là, elle est assez proche de la précédente, c'est ne ressens pas. Ne ressens pas, c'est ne sois pas un être vivant, un être humain. Et donc, il y a du rejet qui peut se mettre en place. Là, je ne parle pas forcément en lien avec ce que je disais au début du live. C'est pas forcément que l'enfant va être dans une blessure de rejet, mais en tout cas, il va ressentir qu'il y a du rejet par rapport à ses émotions à lui. Est-ce que c'est clair? Parce que moi, je suis dans mon truc, je suis mes notes. Je vous laisse le temps de répondre. C'est vraiment agaçant ce décalage qu'il y a entre... Enfin, à moins que personne ne me réponde, mais souvent je vois qu'il y a un gros décalage. C'est vrai que c'est agaçant. Oui, c'est clair. Ok, super. Alors, la personne qui m'a envoyé le message me disait, mais est-ce que le fait de prendre conscience... Oui, Christiane, super. J'ai un... Attendez. Hop. Est-ce que le fait de prendre conscience de sa blessure par rapport à cette situation, est-ce que ça suffit? Alors, la prise, c'est souvent ce que je dis, la prise de conscience, pour moi, elle ne suffit jamais. Par contre, elle est essentielle. Donc, elle n'est pas suffisante, mais elle est essentielle. Quelqu'un qui ne prend pas conscience de ses blessures, de comment elles se rejouent dans sa vie, parce qu'encore une fois, souvent, moi je le vois avec les gens avec qui je travaille, les gens pensent, déjà ils pensent connaître leurs blessures. Souvent c'est pas celle à laquelle ils pensent, parce que l'ego n'a pas envie qu'on aille voir la vraie blessure, donc il va trouver des stratagèmes pour faire croire que c'en est une autre. Donc déjà il y a ça, et surtout les gens ne se rendent pas compte d'à quel point cette blessure est un driver dans leur vie et à quel point elle est tout le temps là en fait, dans tout ce qu'ils sont en train de vivre. Donc c'est pour ça que c'est important d'en prendre conscience, parce que ça permet de développer ce qu'on peut appeler l'observateur conscient de soi, qui est de voir quand je vis, quand mes blessures sont en train de se mettre en mouvement. Et ça permet du coup de prendre du recul, de se désidentifier de la situation et de pouvoir mieux la gérer. Donc cette prise de conscience, elle est essentielle, et c'est d'ailleurs pour ça, moi par exemple, je suis formée à l'hypnose. L'hypnose, je ne l'utilise pas en seule intention, parce que c'est encore une fois, c'est ma démarche et ma croyance. Travailler sur l'inconscient de quelqu'un et le faire travailler sur son propre inconscient sans qu'il ait compris ce qui se passe, ça va ne faire que déplacer le problème. On va travailler sur le problème, mais la personne ne va pas comprendre d'où ça vient et tous les mécanismes qui se mettent en place. Donc ce type de travail, c'est super, mais pour moi, ça doit être utilisé dans un accompagnement qui est plus profond et qui est aussi, et ça ne veut pas dire que je fais une psychanalyse de 10 ans, mais qui est aussi analytique.
parce que la personne a besoin de comprendre. J'imagine que vous, c'est pareil. On a envie de savoir comment on fonctionne, on a envie de savoir comment on s'est construit, on a envie de savoir comment on peut gérer mieux sa vie et avoir plus de pouvoir dessus, de responsabilité sur les choses. Donc, c'était long, tout ça pour dire que la prise de conscience, elle est nécessaire, mais elle n'est absolument pas suffisante. Alors, les blessures, ça se travaille avec un thérapeute parce qu'on ne peut pas le faire soi-même. Je le disais l'autre jour à une personne qui m'a contactée suite à la conférence que j'ai donnée au congrès et qui me disait « ça fait longtemps que je travaille sur mes blessures, mais je sens que j'atteins des limites ». Ben oui, parce que, encore une fois, l'ego vient bloquer le travail. Lui, il veut pas qu'on aille voir des choses qui nous ont fait souffrir parce qu'il est persuadé qu'on va retourner dans les mêmes souffrances que celles qu'on a vécues quand on était enfant. Or, la réalité, c'est qu'on n'est plus enfant et on est capable d'aller à la rencontre de ses émotions et de ses souffrances, surtout si on est avec un thérapeute qui nous sécurise. C'est aussi pour ça que je disais l'enfant intérieur, éviter à tout prix les vidéos qu'on peut trouver sur Facebook. Si c'est pour aller vous faire voir l'enfant intérieur lumineux, etc., super, mais il n'y a pas de travail thérapeutique. Si c'est pour aller voir l'enfant intérieur qui a été blessé et qui a des souffrances, surtout, il faut le faire avec quelqu'un pour qu'il y ait un espace de sécurité et qu'il y ait quelqu'un qui puisse vous guider pour que ça se passe de manière tranquille pour vous. Donc, il faut aller voir ça avec quelqu'un. Après, quand on a envie de peut-être commencer à faire des choses tout seul, on peut écrire. Moi, je trouve qu'écrire, ça apporte beaucoup. Surtout sur cette histoire d'émotion. Bonjour Valérie, j'espère que tu vas bien. Surtout sur les histoires d'émotion, on le sent quand on a une émotion et on le sent quand elle est coincée, même si on ne l'exprime pas. Moi, ce que je trouve bien, c'est de se poser et d'écrire. Alors, il ne s'agit pas de réfléchir à ce qu'on écrit, il s'agit de laisser beaucoup de coupures. Est-ce que c'est le cas de tout le monde? Ah, ça, c'est embêtant. Je regarde le réseau qui a l'air pourtant bien. Est-ce que d'autres personnes aussi ont des coupures ou ça va? Alors Valérie, tu dis oui, oui, il y a des coupures ou oui, ça va? Sinon, je vais enlever le Wi-Fi. Je veux bien que vous me disiez parce que ça m'ennuie de continuer si c'est coupé. On comprend quand même. Ah ouais, bon, alors, je suis passée en 4G. Vous me dites si ça continue à couper. En même temps, je vois pas trop ce que je peux faire d'autre. On comprend quand même, ouais Christiane, mais en même temps, c'est pas très agréable de regarder quelqu'un parler et qu'il faut raccrocher soi-même les wagons. Donc, vous me le dites si ça continue à couper. Bon, c'est la fin du live, mais j'espère que ça n'a pas été comme ça tout le live. Surtout, il faut me le dire avant si ça arrive, parce que dans ce cas-là, je coupe et je recommence. Donc, écrire. Pas de coupure. Ah, super. Merci. Vous posez et écrire. Voilà ce que je ressens. Voilà ce que je suis en train de vivre. Là, je vis ça. Et je ressens ça. Et ça m'amène à penser que... Et vous laissez couler toutes les pensées qui viennent avec ça. C'est déjà un premier exercice de reconnexion à ce qu'on ressent et à ce qu'on perçoit en soi. Ça peut paraître, j'insiste parce que ça peut paraître idiot, et il y a beaucoup de gens, et ça a été mon cas, où quand on me disait d'écrire, je me disais, ouais, enfin bon, en même temps, ça va pas trop me faire avancer. Ben, je vous assure que si, parce que vous allez vous rendre compte que vous écrivez des choses auxquelles vous n'avez pas forcément pensé, et vous allez, le fait de le dérouler, ben, progressivement, ça va aller de plus en plus
dans vos émotions profondes, dans ce que vous ressentez plus profondément en vous, alors que si ça reste au niveau mental, juste de l'ordre de la pensée, vous allez pas dérouler le fil de l'émotion. Donc moi, je vous invite à écrire. Par rapport au travail sur les blessures et sur les émotions, l'idéal, c'est d'aller à la rencontre de son enfant intérieur et de l'autoriser à ressentir les émotions. Alors, ça se fait dans un état de conscience modifié, donc avec de la méditation, une respiration profonde, comme on peut le faire en sophro, en hypnose. L'idée, c'est de pouvoir aller voir son enfant intérieur et d'aller le laisser exprimer ce qu'il ressent. Alors, ça peut être de manière générale, parce qu'avec un thérapeute, ça ne va pas forcément être lié à une situation à un instant T, mais d'aller visiter ses émotions. Mais vous pouvez aussi essayer de le faire tout seul au moment où vous vivez les situations. Mais c'est très difficile de le faire tout seul quand on n'a pas été habitué à le faire avec quelqu'un, parce que aller discuter avec son enfant intérieur, sans être guidé, il y a le mental qui est là, et du coup, c'est compliqué hein, de débrancher la tête quand on n'a pas quelqu'un qui nous guide et qui nous permet d'arrêter de penser finalement. Et quand on va contacter cet enfant-là, ses souffrances, ses émotions, c'est important d'être connecté soit à l'énergie, à une énergie bienveillante et à une énergie d'amour. Et donc ça, c'est pareil, il faut nourrir le parent intérieur qu'on porte, le parent intérieur qui a de l'amour inconditionnel, qui a de la bienveillance, et d'aller chercher cette énergie en nous pour aller à la rencontre de notre enfant intérieur blessé et lui permettre de s'exprimer en toute sécurité et lui donner ses autorisations. Encore une fois, hein, les gens qui n'ont jamais expérimenté, je peux comprendre que ça puisse vous paraître un peu bizarre, mais quand on est dans ces états de conscience modifiés et qu'on est au contact de notre inconscient en réalité, en fait, on est en train de réinformer les choses. Et l'inconscient, le cerveau aussi, parce que les neurosciences le disent, c'est que dans ces états de conscience modifiés, le cerveau ne fait pas la différence entre la réalité et ce qu'il est en train de visualiser. C'est comme quand vous rêvez, quand vous êtes dedans, mais vous êtes à fond et des fois vous vous réveillez, vous pleurez, ça vous perturbe toute la journée parce que c'est comme si vous l'aviez vécu pour de vrai. Si vous rêvez que vous avez perdu, je sais pas, votre papa, votre maman, vous n'êtes pas bien au réveil parce que c'est comme si vous l'aviez vécu. Et les séances où vous faites de l'hypnose, c'est exactement la même chose. Moi, ce que je pratique, c'est de l'hypnose consciente. Donc, il n'y a pas c'est de l'hypnose humaniste. Donc, il n'y a pas du tout de déconnexion entre le conscient et l'inconscient. Au contraire, on rassemble le tout pour que tout le monde travaille ensemble. Mais de la même manière, le cerveau ne fait pas la différence entre ce qu'on est en train de faire et ce qui se passe réellement. Donc, pour lui, c'est un acquis et il y a une réinformation qui se fait. Alors, je vais juste regarder vos commentaires. Amélie, très important de développer notre capacité à nous relier à nos sensations corporelles, puis verbaliser, décrire ces sensations. Cela peut demander un travail en soi, en particulier lorsqu'on est coupé. La sophrologie peut y aider. Oui, la sophrologie, l'hypnose, il y a beaucoup de disciplines qui peuvent y aider, bien sûr. Béatrice, coucou, ça va ? Tu t'es remise du live d'hier, Béatrice, qui est une des intervenantes du congrès et qui a fait une conférence sur les rituels. Je vous invite à aller la voir. Oui, c'est d'ailleurs là que se trouve le pouvoir des contes. Tout à fait. Exact. D'ailleurs, il y a en hypnose ericksonienne, beaucoup de thérapeutes utilisent les contes pour permettre à la personne de voyager et en même temps de réinformer son inconscient. Voilà, je pense que j'ai dit tout ce que je voulais vous dire. Est-ce que vous avez des questions? Et est-ce que tout est OK pour vous? Je vous laisse me dire
En tout cas, je vous remercie de votre présence. J'espère que ça ne coupait plus du coup. Béatrice, je t'embrasse. Donc, comme je disais, je vous laisse le temps de répondre. Super, merci. Ouais, alors pour ceux qui n'ont pas vu le début du live, je vous invite à regarder depuis le début si ce sujet vous intéressait, donc sur l'influence de la non-gestion des émotions par les parents sur les enfants et sur comment se construisent des enfants. Ah, Béatrice, tous ces petits cœurs, t'es trop mignonne. Merci Amélie. Je vous rappelle, comme je le disais au début du live, merci Christiane, que donc Virginie a décidé de réouvrir l'accès à toutes les conférences du congrès, donc vous pourrez voir notamment celle de Béatrice, mais toutes les autres. Sur Béatrice, quel est le titre exact de ta conférence? C'est le pouvoir des rituels, je sais plus, mets-le nous. J'ai plus le titre exact, je sais que tu nous as parlé des rituels au quotidien. Donc les conférences sont de nouveau accessibles toutes jusqu'à ce soir 23h59, donc ça c'est un gros cadeau parce qu'en plus c'est le week-end, vous avez un peu le temps, donc prenez celles que vous avez envie de voir si vous ne pouvez pas les voir toutes parce que ça fait beaucoup. Et le coffret Osmose qui est, alors je sais, oui, comment les rituels nous aident à harmoniser nos relations. Merci Béatrice, c'est ça, comment les rituels nous aident à harmoniser nos relations. La tienne à ne pas rater. Ouais, bah écoute, j'espère que les gens iront la voir. En tout cas, j'ai eu plein de jolis retours dessus. Le coffret aussi est au prix congrès. Il était censé passer à 197 € depuis hier soir. Virginie a laissé le tarif congrès, donc à 147 € jusqu'à ce soir 23h59. Je sais que certaines personnes ont envoyé des messages à Virginie en disant c'est trop cher, etc. 147 €, c'est rien. C'est le prix d'une séance, on va dire, de thérapie avec quelqu'un, d'une séance de coaching. C'est même pas le prix d'une séance de coaching. Et dedans, vous avez 28 conférences, vous avez les bonus de tous les intervenants. Vous aurez accès à des masterclass en live, à des ateliers préenregistrés, à des e-books. Enfin, voilà, c'est des milliers d'euros qui sont dedans. Donc franchement, n'hésitez pas. Voilà, j'ai envie de vous souhaiter un très bon dimanche. Et puis, du coup, je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain live. N'hésitez pas à m'envoyer des questions ou des sujets si vous souhaitez que je les aborde. À très bientôt!